Bonsoir Michel Alliot-Marie, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été présidente du RPR, ministre de la Défense, de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires étrangères. Mazette, quel CV, le plus beau CV de la 5e, pour une femme, mais bon, quand même. Hein. Bon, ça va, il n'y avait pas d'homme qui fait la même chose en soi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Alors, et vous avez aussi trébuché avec le canard enchaîné. Vous êtes maintenant candidate à la présidentielle. Avant de développer cette partie-là de l'émission, j'ai quand même quelque chose à vous demander. En 2011, François Fillon disait que votre sortie du gouvernement était devenue inéluctable car votre voix en tant que chef de la diplomatie était devenue inaudible. Est-ce qu'à votre tour, vous dites que sa sortie est inéluctable parce que sa voix est devenue inaudible? Non, je ne dis pas ça du tout. D'abord, il y a une affaire au fond, sur laquelle je ne connais rien, donc je ne vais pas vous en parler. Et ensuite, c'est à François Fillon qu'il revient de faire l'analyse de ce qui lui est possible et de ce qui ne lui est pas possible. Et le système des primaires, auquel je n'ai pas voulu participer et que je dénonce, conduit effectivement à ce que plus personne ne peut lui retirer le soutien du parti. Ce n'est qu'une des conséquences de ces primaires. Il y a bien d'autres choses qui sont à critiquer dans le système des primaires, mais nous voyons là aussi ce qu'il en est. Maintenant, pour François Fillon, vous savez, moi je suis quelqu'un qui ne fait pas très attention à ce que l'on dit. En politique, il y a souvent des propos que l'on dit et que l'on peut regretter par la suite. Moi je dis simplement, il y a des principes auxquels il faut se tenir quand on est dans des situations comme celle-là. Le premier de ces principes, et ça n'est pas Maître Dupond-Moretti qui aurait dit le contraire, c'est la présomption d'innocence. Et c'est vrai qu'il y a un problème, puisque le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique, et que le temps médiatique et le temps politique, de ce fait, va beaucoup plus vite que le plan judiciaire. Et le deuxième principe, c'est effectivement que quand il y a un salaire, il doit y avoir un travail. De la même façon que quand il y a une indemnité ou quand il y a une allocation, il devrait y avoir une activité. Ça fait aussi partie de mes projets. Mais il y a une autre manière de vous poser la question. Quand vous avez trébuché sur ces affaires tunisiennes, vous avez démissionné en disant « je démissionne », quoique ayant la conviction de n'avoir commis aucune faute. Bah, écoutez, vous avez bien vu... Ça pourrait être repris par M. Fillon, cette formule. Il y aurait eu un problème légal quelconque, il y aurait dû y avoir des suites judiciaires, c'est l'article 40. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un certain emballement, avec notamment les réseaux sociaux qui coupent les phrases et qui leur font dire le contraire de ce qu'on en a dit. Moi, pourquoi est-ce que j'ai démissionné? Je l'ai toujours dit. Pour une raison très simple, c'est que malheureusement dans ces affaires, il n'y a pas que l'intéressé. Quand on fait de la politique, on doit être prêt à prendre des coups. Et ça, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est quand la famille est également visée. Quand on s'adresse, quand on attaque la famille, pour vous attaquer finalement, vous personnellement. Et si j'ai démissionné, je peux le dire, il y a presque prescription, c'est effectivement que la vie de ma mère était en danger. Hein, et que parce que une dame qui avait 94 ans à l'époque, qui a des caméras en bas de chez elle quand elle va faire les courses et que l'on essaie d'harceler, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Et quand son médecin m'a dit « votre mère fait des hausses et des chutes de tension sans arrêt, ça ne peut pas durer très longtemps », ce jour-là, j'ai pris la décision de démissionner. Parce que je pense que, pour moi en tous les cas, la famille, c'est effectivement quelque chose... Non, mais argument honorable et recevable. Après, il y a un troisième niveau d'analyse, c'est le niveau politique. Est-ce que, instinctivement, ou pas instinctivement d'ailleurs, vous pensez que la meilleure solution, ou la moins mauvaise, c'est en effet que Fillon aille jusqu'au bout, ou que quand même un plan B finisse par s'imposer? Qu'est-ce qui serait le moins dommageable? Vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas votre famille politique, ça l'a été longtemps, ça le reste. Ça l'a été très longtemps, mais je vous rappelle une chose, c'est que selon la tradition gaulliste, et d'ailleurs comme l'avait fait Jacques Chirac à l'égard du RPR, le jour où j'ai annoncé que je serais candidate à l'élection présidentielle, je me suis mise en congé du parti. Donc je n'assiste plus au bureau politique, je n'assiste pas aux autres réunions ni aux commissions d'investiture. Par conséquent, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Et vous ne le ralliez pas. Je vais vous dire une chose. Pourquoi vous ne le ralliez pas? Cette candidature, à quoi elle va mener? Où elle va vous mener? Mais elle va vous êtes seule. Mais attendez, je suis seule, mais c'est le principe même de l'élection présidentielle. Je vous rappelle une chose, c'est que sous la Ve République, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, disait-on à l'époque, donc on peut peut-être dire une femme aussi aujourd'hui, et du peuple. Hein. Et oui, par conséquent,
Et c'est bien la raison pour laquelle, et nous revenons sur le problème, c'est là où nous revenons sur le problème des primaires. Sous la Ve République, et en particulier à partir de 1962, qu'est-ce qu'on a voulu faire? Le contraire de ce que faisait la Quatrième République, où sous la Quatrième République, c'était les députés et les sénateurs, c'est-à-dire les partis politiques, qui décidaient qui allait être le président de la République. La Ve République, on l'oublie trop souvent. Elle repose sur la volonté de rendre la parole au peuple. Et ceci a été beaucoup confisqué au cours de ces dernières années. Vous avez tout à fait raison. Vous citez toujours la célèbre phrase « la rencontre entre un homme et un peuple », mais vous savez aussi que si cette phrase était une espèce d'objectif presque mythologique de la Ve République, derrière, il y a toujours eu, et vous avez été une femme politique expérimentée, vous avez même été, si je me souviens bien, secrétaire général du RPR ou président, je sais jamais. Président. Élu parce qu'il y avait un moment où, vous vous souvenez, vous aviez gagné, je me souviens très bien. Et candidate toute seule. Absolument. Contre Jean-Paul Delevoye, qui était soutenu par l'Élysée, contre François Fillon, contre Patrick Devedjian. Et je crois qu'il y en avait encore un quatrième. Personne ne m'avait vu venir. On disait effectivement que j'étais seule. Et j'ai gagné. Oui, mais c'était au sein du parti. L'entraînement, ça n'est jamais noté. Vous savez, Éric Zemmour, même si vous ne faites pas beaucoup de sport. Mais c'est pas vrai, commencez pas. Ah non. Déjà, Bayrou qui dit que je suis vieux, alors là, vraiment, c'est un complot. Donc, non, sérieusement, vous savez très bien aussi que la présidentielle, c'est toujours aussi une organisation qui est derrière, une logistique qui est derrière. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. C'est une évidence. Donc, c'est pas seulement un homme et un peuple. Et deuxièmement, ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, pourquoi le peuple français attendrait-il Michel Alliot-Marie, qu'il connaît depuis 30 ans et qui a été dans tous les gouvernements de la droite avec Fillon, etc., avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Alors, sur ce dernier point, que vous avez raison, ça fait un certain temps que j'ai commencé en politique, même si j'ai commencé, par exemple, après François Fillon et un certain nombre d'autres, car j'ai commencé relativement tard la politique. J'ai fait autre chose auparavant. Et je me souviens très bien, la première fois où je suis arrivée à l'Assemblée nationale, vous étiez là, comme jeune journaliste politique, déjà assez confirmée, et je vous vois toujours là. Donc, je pense que... c'est l'argument de Bayrou. C'est l'argument de Bayrou. Ah bon, je ne sais pas, je n'ai pas entendu François tout à l'heure, mais le problème n'est pas là. Simplement, moi, ce que je crois, c'est que dans une situation actuelle de notre pays, qui est extrêmement compliquée, dans un contexte mondial de crise, dans un contexte mondial de tension, dans un contexte économique qui est assez dramatique, dans un contexte où nous voyons monter ce qui à l'époque était le poujadisme, et qui aujourd'hui est l'extrémisme, qu'il soit de droite ou de gauche, à un moment où nous voyons des tensions très fortes également entre nos concitoyens, eh bien, je dis qu'il faut rappeler un certain nombre de choses. Moi, j'en ai assez que dans notre pays, ce qui domine, ce soit le pessimisme, ce soit le défaitisme, ce soit le déclinisme. J'en ai assez de voir aussi bien au Parlement européen que dans mes déplacements internationaux l'image de la France dégradée. Et ce que je dis, effectivement, c'est que mon expérience à la tête des grands ministères régaliens que vous aviez dit tout à l'heure, comme le contact privilégié que j'ai voulu avoir depuis 4 ans avec les Français. Depuis 4 ans, j'ai pris du recul. Vous m'avez très peu vu, sauf une fois il y a 2 ans. Ici, vous étiez un petit peu en retard d'ailleurs. Oui. Mais en dehors de ça, très en retard. Eh bien, si vous voulez, pendant 4 ans, je suis à la rencontre des Français. J'ai beaucoup entendu de ce qu'ils disaient, à la fois de leurs aspirations, de leurs exaspérations, de leur envie d'avoir de nouveau confiance. Eh bien, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai construit un projet que je veux proposer aux Français. Parce que dans le monde très compliqué, la France a des atouts. Elle a plein de difficultés, mais elle a aussi des atouts. Et je pense que l'expérience que j'ai de la façon dont on peut mener un pays, en même temps que l'écoute que j'ai eue, ça peut permettre justement de répondre aux besoins. Une mesure polémique qui est la fin du droit de grève pour les fonctionnaires. Vous voulez une continuité du service public de l'État? Ce que j'ai entendu à la part des Français, c'est effectivement qu'ils ne comprenaient pas comment à la fois l'État s'occupait de tout, mais sur des choses fondamentales, quand ils demandaient quelque chose, eh bien il n'y avait pas de réponse. Alors moi ce que je dis, c'est très simple. Revenons à des choses de bon sens et revenons à ce que sont les principes. Dans les principes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait que l'État est le garant, est le seul qui peut garantir aux Français un certain nombre de choses. Leur défense contre les attaques qui peuvent venir à l'extérieur, aujourd'hui également contre le terrorisme. La sécurité et le fait que les lois soient respectées. C'est effectivement ce que l'on fait au ministère de l'Intérieur. Les relations internationales,
c'était également quelque chose d'indépendant. La justice. Tout le Personne régalien, ne peut- en fait. Voilà. Tout cela, c'est le régalien, c'est ce que l'État ne peut pas déléguer et c'est pourquoi l'État existe, pour donner cette garantie aux Français. Et c'est la raison pour laquelle on a créé un statut des fonctionnaires où il y a notamment une garantie absolue de l'emploi. Et où en même temps, Et alors, c'est il y a uniquement une les fonctionnaires exigence. régaliens qui n'ont pas le droit de grève ou parce que c'est bien le cas, ça. Non, mais je vais y revenir. Et effectivement, en même temps, on doit exiger, puisque l'État, c'est la réunion de tout le monde à travers sa diversité, que l'État soit absolument neutre. Donc, les fonctionnaires doivent assurer, en échange de ce qui est important à notre époque, l'absolue sécurité de l'emploi, la continuité du service. Qui dit continuité dit absence de grève. Mais pas Alors, uniquement le régalien, du coup. Comme mais disait Eric. c'est le régalien, c'est tout ce qui Mais relève, le régalien, si vous c'est voulez, déjà le cas. de cette obligation. Pas dans tous les cas, mais non, pas dans tous les cas, justement. Et vous avez de véritables problèmes qui existent dans le fonctionnement de la justice. Il vous arrive d'avoir des grèves qui font des reculs importants. Donc, c'est pas fréquent, Madame Alimont. Ce principe, non, mais attendez, grâce aussi aux fonctionnaires que je salue, je dis effectivement qu'il y a un grand sens des responsabilités et qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut réaffirmer cela de la même façon qu'il faut réaffirmer l'absolue neutralité, c'est-à-dire laïcité et totale objectivité politique de ces agents. Les agents de l'État, Donc dans pas de le syndicalisation régalien, alors. les agents de l'État. Non mais ça m'intéresse plus que votre droit de grève. Pas de syndicat de la magistrature par exemple. Je dis pas de syndicat politique. D'abord, c'est Mais contraire. ça n'existe pas ça. D'abord, c'est contraire. Mais si, ça existe. Il y a des tas de pays dans lesquels ça existe. Et heureusement, il y a encore des syndicats qui ne sont pas politisés. Mais c'est vrai que quand vous avez un syndicat comme le syndicat de la magistrature qui fait un mur dit des cons, voilà, et dans lequel, et quand on critique cela, la présidente de ce syndicat dit mais tout le monde sait que le syndicat de la magistrature est à gauche, que nous sommes des gens de gauche. Donc vous interdiriez ça ? Cela n'est pas Madame Marie, tolérable. plus généralement, votre Le position. syndicat, pardonnez-moi, Je vous en prie. un instant. Le syndicat, c'est fait pour quoi? Pour défendre les intérêts et pour défendre Oui, non, mais j'ai compris. le fonctionnement des fonctionnaires. Donc c'est tout à fait normal. Faire de la politique, c'est autre chose. Quand je vois des syndicats, effectivement, de magistrats qui protestent, qui manifestent contre l'application de la loi, vous parliez tout à l'heure de la séparation des pouvoirs, eh bien, c'est un problème majeur. Alors, dans notre pays, revenons à des choses qui sont de bon sens. Si chacun fait ce qu'il doit faire et s'il le fait bien, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui fonctionneront mieux. Mais je reviens à votre positionnement politique plus général, qui est d'ailleurs assez singulier, parce que quand on vous écoute, c'est antilibéral, vous êtes étatiste, vous rendez hommage aux fonctionnaires, il y en a qui veulent les supprimer par charretée de 100 000. Vous êtes quand même beaucoup plus incompatible, je vais vite un grand trait, avec le projet de Fillon qu'avec certains projets de gauche, par exemple. Une réponse rapide, parce que... Mais je vais vous dire que c'est pas mon problème. J'ai un certain nombre de convictions. Je pense que notre pays a des atouts et qu'à partir de là, il faut permettre notamment aux entreprises d'être à égalité de concurrence avec notamment les entreprises européennes et les autres. Et pour ça, alors je ne sais pas si c'est libéral ou pas, mais je dis il faut ramener les charges réglementaires, fiscales, sociales des entreprises françaises à la moyenne européenne. Et je peux vous dire, quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, grandes ou petites, ils vous disent immédiatement que ça, pour eux, c'est un gain de compétitivité et une croissance considérable. Mais d'un autre côté, je dis, on n'a pas le droit non plus d'ignorer la place et le rôle de l'État, parce qu'une économie dynamique, c'est aussi une économie dans laquelle l'État fait les bons choix pour l'avenir. Nous ne serions pas encore aujourd'hui un pays qui compte s'il n'y avait pas eu il y a 40 ans le choix du nucléaire, le choix du spatial, le choix de l'aviation. Eh bien, quand vous regardez, mais il faut faire de la prospective pour ça, et il faut faire peut-être un peu de géostratégie, regarder les besoins du monde dans les 10 ou 20 ans qui viennent, quand vous regardez ce qui va se passer, vous dites que la France a des tas d'atouts, mais que ces atouts, il faut que l'État impulse la dynamique en la matière. C'est par exemple tout le domaine de l'alimentaire, parce que mais ça, il vous faut avez une politique industrielle, Madame Alimari, Alors, et on en revient toujours à la discussion. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. On en revient à la discussion avec Madame l'Europe qui Alimari. interdit la politique industrielle de Mais l'État. pas du tout, c'est exactement le contraire. Et si nous avons un instant, je vais vous le prouver, notre problème en France, c'est pas l'Europe qui, au contraire, réduit les distorsions de concurrence avec les pays qui sont les plus en retard, notamment ceux de l'Est de l'Europe. Notre problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une norme européenne qui permettrait de rééquilibrer les choses, la France en rajoute en matière de normes sanitaires, en matière
matière de normes environnementales et par conséquent ça fait un poids supplémentaire et dans le même temps, nous n'empêchons même pas des produits fabriqués à l'extérieur qui ne respectent pas ces normes d'être vendus en France. Et moi mon projet c'est effectivement d'interdire que des produits qui ne respectent pas les normes européennes puissent être vendus dans l'Europe. On va continuer à parler de la présidentielle, Madame Alliot-Marie, mais là, il faut vraiment passer à la prochaine rubrique de l'émission. Voici une autre femme qui aime la politique. Voici Alba Ventura pour ses carnets de campagne. Jusqu'ici, c'était off. Bonsoir, Alba. Bonsoir. Ah là là, il y a du sport. Désolée d'avoir un peu entêté. Il y a du sport, hein. Ah là là, alors, Johnny Hallyday, messieurs, vous êtes en minorité. Ça y est, vous gagnez. Pour une fois. Comme d'habitude. Johnny Hallyday a dit, ça ne change pas un homme, ça vieillit, mais est-ce que les épreuves n'ont pas changé quand même François Fillon? Vous trouvez? N'allez pas trop vite en besogne, ma chère Anaïs. François Fillon a pris un coup dans l'estomac, c'est ce qu'il nous a dit à sa conférence de presse. Bon, pour autant, Fillon reste Fillon. Hein. Cela dit, il y a des épreuves quand même qui vous forcent à faire un petit peu d'effort, à être un peu moins distant, à être un peu moins secret. C'est Simone Veil qui disait « Il y a une faille en tout homme où la lumière peut entrer ». Notez-la celle-là pour la fin. Elle est pas mal. Et c'est vrai que chez les Républicains, certains se disent que cette opération contrition aura au moins eu le mérite de voir un François Fillon jouer un peu plus collectif. Par exemple, il a retrouvé les numéros de téléphone de tout le monde. Et il les avait perdus au moment des fêtes. Hein. Vous savez qu'il avait oublié de répondre au message de bonne année. C'est vrai que c'est un fidèle de François Fillon qui nous l'avait dit. Donc il a retrouvé son calepin et le week-end dernier, il n'a pas arrêté de passer des coups de fil. Certains ne l'avaient pas eu au téléphone depuis 3 ans, m'ont-ils dit. Et il a écouté tous les conseils des uns et des autres. Et puis il a demandé à ses troupes de se déployer partout en France. Tout le monde est invité à organiser des meetings les 16 et 17 février prochains dans toutes les régions. Bref, oubliez le François Fillon solitaire et taciturne. Place au François Fillon chef de bande, chef tout court. Un ami de François Fillon raconte que cette séquence a un côté positif. Elle a permis de mettre en avant, dit-il, le sang-froid du candidat, la clarté de son expression et sa solidité. Tout ce qui fait, dit-il, les valeurs d'un homme d'État. Alors, parce que vous avez bien compris qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y a jamais eu de plan B. Hein, les copains de Fillon se sont même amusés à recycler et à faire circuler une vidéo d'un des soutiens du candidat. Je vous propose de regarder. Bon, voilà le plan B. Hein. Voilà le plan B. Alors, on vous a dit, il y a un plan B. Comme vous dites, je vous l'apporte. Mais naturellement, ce plan B, c'est une blague. Il n'existe pas. Non mais non, voilà, même Giscard le dit, le plan B, il a fait pchit. Bon, évidemment, c'est une vidéo détournée de mai 2005, hein, vous vous souvenez sans doute du référendum sur la Constitution européenne. À l'époque, il n'y avait peut-être pas de plan B, mais les Français ont dit non à un plan A. Alors, François Fillon dit qu'il n'y avait pas de plan B, mais certains s'y sont vus en plan B, hein, ça on le sait. Par exemple, dans le camp filloniste, les mauvaises langues nous disent que Laurent Wauquiez a carrément proposé à François Baroin d'être son Premier ministre. Ça m'étonne de lui. Laurent Wauquiez. C'est pas le Wauquiez que je connais. Vous êtes très sympathique avec le Laurent Wauquiez. Non, il ne faut jamais douter en politique. Alors moi, je voulais demander à Michel Alliot-Marie, vous ne doutez pas? En politique, je suis désolée, si, je pense que c'est utile de douter. Je pense qu'il faut être modeste. Non, je pense qu'il faut être modeste. Je pense qu'il faut savoir se remettre en cause. C'est peut-être plus féminin que masculin, d'ailleurs. Je pense que l'ego des hommes, et en particulier des hommes politiques, est parfois un peu surdimensionné, au point qu'ils essaient de se dédoubler maintenant, d'ailleurs, pour en avoir plus d'un. Mais je pense que les femmes, probablement, parce que leur expérience personnelle fait qu'elles voient davantage les choses, peuvent douter. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on n'a pas ce parrainage, Michel Alliot-Marie, vous n'avez pas de parrainage. Est-ce que vous doutez? Non, attendez, je prends mes parrainages, ils arrivent tous les jours, et de toute façon... Vous en avez combien, oui? Bah, écoutez, les parrainages, moi, j'en ai eu beaucoup, effectivement, au départ. Je crois qu'on était à 350, je regarde pas ça tous les jours. Depuis 15 jours, c'est vrai qu'il y a eu un arrêt très net. Au lieu d'en avoir 20 par jour, on en était 1 ou 2. Depuis hier après-midi, je peux vous dire, hier après-midi, j'en ai reçu 5. Donc, ça, je ne sais pas si c'est reparti ou pas, en tous les cas ça. Mais le problème n'est pas là. Le vrai problème, douter, c'est de se dire, est-ce qu'effectivement, moi, je peux incarner
est-ce que je peux incarner les idées? Est-ce que je peux incarner les convictions? Est-ce que je peux être à la hauteur des défis qui sont ceux auxquels est confrontée la France et qui sont les problèmes des Français? Vous savez, Michel Ça, il faut le savoir. Et j'ai réfléchi pendant très longtemps. Et si je me suis déclarée candidate, effectivement, c'est probablement aussi en faisant des comparaisons, en essayant de regarder ce que je peux apporter. Et puis, en regardant aussi quelles sont mes faiblesses. Alors, en termes de communication, par exemple, je ne suis pas une très bonne communicante. Le Canard enchaîné, notamment, a raconté que vous mainteniez cette candidature à la présidentielle pour faire pression, pour avoir une circonscription, en réalité, dans les Hauts-de-Seine. Non, mais attendez. Ceci est totalement ridicule. Ceci est totalement ridicule pour une raison très simple. J'ai occupé les plus hautes fonctions de l'État. Vous croyez que je suis en train de chercher quelque chose? Même un ministère. J'ai eu les plus beaux ministères. Ah, mais la politique, c'est un virus. Non, ça n'a rien à voir avec ça. D'abord, je suis députée. J'ai fait savoir que je ne me représenterai pas ni dans ma circonscription, ni dans aucune circonscription, car on m'en a proposé un certain nombre. Et je vous rappelle, en plus, que les investitures ont été données. Donc tout ceci montre bien qu'il ne s'agissait encore une fois que d'une volonté de créer je ne sais quel soupçon ou d'affaiblir ma candidature. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très simple. Je suis quelqu'un qui essaie de réfléchir, qui a un certain nombre de convictions, qui a des principes et qui les met en œuvre. Merci. Alors, on a été surpris de voir qu'Emmanuel Macron a lui-même abordé sa vie privée. Un peu bizarrement, non? C'est vrai que ça manquait, non, ce genre d'histoire. La politique en ce moment, c'est soit des faits divers, soit des rumeurs de liaison. Alors j'en ai un peu dit, ou pas trop, ou pas assez, donc je vais continuer. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a lui-même voulu crever l'abcès. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était lundi soir à Paris, à Bobino, dans la salle de spectacle, devant ses partisans. Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'était pas prévu au programme ce soir-là. Il a débarqué, il a pris la parole pour expliquer que non, il n'a pas de liaison avec Mathieu Gallet, le PDG de Radio France. Regardez. Je voudrais tatouer l'idée que je suis duplice, que j'ai des vies cachées ou autre chose. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte, et je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je peux faire. Heureusement, je ne l'ai jamais rémunéré pour cela. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon monogramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être en moi, je ne le connais pas. Au moins, il les a fait rire, non Oui, à Bobino, en tout cas, s'il n'est pas président de la République, il peut se recycler, non? Alors, où en sommes-nous du niveau du débat politique? Enfin, écoutez, je sais que M. Macron n'a pas beaucoup d'idées et que ça lui permet de remplir le temps. Mais enfin, comment voulez-vous que les Français se réconcilient avec la politique quand ce qui est retenu, parce qu'attendez, ce qui est retenu de son discours... L'Amérique, c'est les primaires et la vie privée. Ce qu'on a retenu de son discours... Vous tous journalistes, c'est ça. Je vous dis, on a l'Amérique, les primaires et la vie privée. Est-ce que vous pensez que les Français qui sont au chômage, est-ce que vous pensez que les agriculteurs, dont 700 se sont quand même suicidés l'année dernière parce qu'ils n'y arrivaient pas, est-ce que vous sous-estimez quand même l'ampleur qu'avait prise cette rumeur? Exactement, elle courait depuis un petit moment. Pardonnez-moi, mais Michel Alliot-Marie, je pense pas que ce soit les rumeurs. Vous le savez bien sûr, n'importe qui au RPR, ça courait dans tous les couloirs. Mais je sais que les rumeurs ont existé, que les soupçons ont existé, et moi je comprends les Français qui aujourd'hui disent finalement la politique ras-le-bol, qui disent les politiques, hommes et femmes d'ailleurs, ras-le-bol, ils ne s'occupent pas de nous, ils ne parlent pas de nos problèmes, ils ne comprennent pas ce que nous vivons, et par conséquent nous les rejetons. Nous les rejetons, ça veut dire quoi? Où on s'abstient, il y a de plus en plus d'abstention, où on va vers des extrêmes, où on fait n'importe quoi. Et je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous prenions tous, les uns et les autres, conscience aussi de nos responsabilités. Alors Emmanuel Macron a-t-il bien fait ou pas? Vous savez, je me souviens moi d'un déjeuner avec Manuel Valls, qui était Premier ministre, c'était au printemps 2015, et il nous avait pris à partie, nous les journalistes, sur la sympathique rumeur. On parlait à l'époque d'une liaison entre lui et la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Personne n'avait posé de questions, aucun journaliste. C'est Manuel Valls lui-même qui avait mis les pieds dans le plat, nous reprochant de laisser courir ce bruit.
Alors, vous savez qu'il y avait eu un précédent, Bérégovoy-Deneuve. C'était dans les années 80 et c'était le journaliste Bruno Mazur qui avait fait courir ce bruit. Oui, c'était un gag, mais il n'empêche que ça avait... C'était un gag volontaire. Oui, oui. Tandis que les autres, c'est pas un gag volontaire. C'est pas un gag volontaire, c'est peut-être pour... pas vraiment la même chose. Et Nathalie Kosciusko-Morizet, vous vous souvenez qu'on lui a prêté une liaison avec Joe Star. Elle nous a bien fait rire parce que elle nous disait, c'est dingue, tout le monde m'appelait, tout le monde me téléphonait pour savoir si c'était vrai. Même son frère l'avait appelé, il lui disait on m'en parle dans les dîners en ville. Et elle l'avait rassuré en lui disant heureusement que notre mère ne sait pas qui est Joe Star. En tout cas, on aura compris que pour vous, ça ne fait pas partie de la politique. Pour moi, ça ne fait pas partie de la politique. Je pense qu'on peut être décontracté, on peut faire des tas de choses, mais je pense que la politique, c'est quelque chose de sérieux, parce que finalement, c'est la vie des hommes et des femmes, c'est le devenir de notre pays. Et moi, j'aime mon pays, j'ai envie que la France retrouve sa grandeur, et à partir de là, je dis, ayons un minimum de tenue quand on parle de politique. Merci beaucoup. C'est un devoir aussi vis-à-vis des Français. Merci Michel Alliot-Marie d'être venu sur ce plateau. Merci Alba pour toutes ces infos. On se quitte, hélas, et on se retrouve dans 15 jours, exceptionnellement, pour de nouvelles aventures. D'ici là, restez zen sur Paris Première.